Aujourd'hui, j'ai décidé de me tuer. Quand? Je ne sais pas, je choisirai le jour et l'heure. Être en état de choisir, ne pas trop tarder, le temps joue contre moi à présent, ne pas laisser approcher le moins bien de l'âge et les prévisibles humiliations qui l'escortent. Je veux mourir par amour de la vie. Debout, cette fois-ci, c'est moi, et moi seul qui écrirai le scénario, sans producteur pour me corriger. Oui, car c'est l'histoire. Vous êtes sérieux? D'un réalisateur Comme vous. de cinéma. Comme vous. Qui est... Non, moi j'ai jamais réalisé de film, jamais. Non, mais vous êtes dans le cinéma. J'ai écrit pour le cinéma. J'ai écrit Dragé au poivre il y a très longtemps, qui était un film à sketch d'ailleurs. Bon, mais c'est loin. Ça fait 45 ans. 1963. Oui, le temps passe. Le temps passe sur nous, d'une certaine manière, comme un train, parfois. Et donc, j'ai mis en scène aussi ce type qui est un homme blessé, bien plus que je ne le suis moi-même. C'est pour ça que j'essaie de me remettre les choses en place, parce que beaucoup de gens pensent que c'est simplement une autobiographie et que c'est moi. Bien sûr que je suis derrière, bien sûr qu'un auteur est toujours derrière son personnage, bien sûr que je partage son obsession de vouloir mourir dans la dignité. Je suis partisan de la mort dans la dignité, contrairement à des tas de gens. Je voyais un article ce matin dans un journal qui pensait que les gens devaient partir. C'est vraiment... tu accoucheras dans la douleur et tu crèveras dans la douleur. Est-ce que ça vous est arrivé directement d'avoir à régler ces cas de conscience, l'euthanasie? Ben, moi, je veux dire... Contrairement à cette pauvre Madame Sébir, je ne demanderai pas la permission à Monsieur Sarkozy de me supprimer un jour si j'en ai l'obligation d'une certaine manière, ou si autour de moi, pour tout vous dire, moi j'appartiens à une sorte de réseau et j'ai aidé, j'ai pas fait de piqûre, j'ai pas donné de potion, mais j'ai des amis médecins qui ne sont pas, vous savez, le serment d'Hippocrate, c'est souvent le serment d'Hypocrite, et il y a des médecins qui, pour X raisons, ont décidé qu'ils sont là pour faire vivre, n'est-ce pas? Mais vivre comment? C'est le droit de mourir dans la dignité, mais c'est le droit de vivre dans la dignité. Et il y a un moment, soit à cause de la vieillesse, soit à cause de la maladie, ou des deux, où la souffrance, la peur de la mort, l'appréhension de la mort, et les douleurs physiques même, tout ça, j'ai vu, j'ai entendu ça. Je dois vous dire, oui, que j'ai aidé des gens, dont certains sont connus, à partir, oui. Dans ce livre, donc, en partie autobiographique, oui. Il y a deux choses importantes au-delà de cet engagement pour l'euthanasie. Je remarque... J'ai essayé, pardon de vous couper, mais j'ai essayé de sauver ça par un dialogue épistolaire avec les enfants, avec ces grands-enfants. Pardon, je vous ai coupé. C'est ce que j'allais vous dire. Sont les enfants qui tirent le narrateur, qui le sortent de sa dépressivité ou de sa déprime. Il y a un grand amour de père, le père blessé, sa femme l'a quitté, et donc il est un père-mère, si j'ose dire. Ils sont beaux, ces enfants. Hein. Et quand les enfants découvrent ce qu'il écrit pour lui, tout seul, des notes, ça, dans le sous-main, et qu'ils se mettent à lui répondre, évidemment, il est bouleversé, et ça l'oblige un peu à retarder l'échéance. Et d'ailleurs, il ne meurt pas à la fin. Il s'en va avec une jeune femme qu'il trouve très à son goût, qui travaille dans les pompes funèbres, tout de même. Hein. Oui, c'est quand même... Oui, on a compris. Dans le sujet. Il va en Corse, hein, c'est là où vous aimez aller. Alors, on a parlé des enfants, on a parlé de l'euthanasie, et il y a une autre dimension, c'est le rapport aux femmes, c'est l'amour. Et donc, avec les femmes du narrateur, on a quand même... et vu l'âge du narrateur, on a quand même ces douleurs qui arrivent, parce qu'avec certaines femmes, vous devenez cousin-cousine, avec d'autres, il s'agit d'amour, mais d'amitié, puisque si l'amitié... Oui, c'est-à-dire la fameuse nuance que l'on fait entre l'amour-cœur et l'amour-corps. Ce qui est bien, c'est de lier les deux, n'est-ce pas? Mais parfois, adulte. Ça peut évoluer. Et dans l'histoire que je raconte, effectivement, il ne se passe pour ainsi dire plus rien. Puis d'ailleurs, elle le quitte. Mais il ne peut pas se défaire d'un amour cœur très fort. D'ailleurs, je me permets de corriger Pascal en disant le corps a ses raisons que la raison ne connaît point. Et la maladie, vous la connaissez? Comment? Et la maladie, vous la connaissez? La maladie? Celle dont vous êtes... Non, j'ai préféré rester dans le flou. Je trouve ça plus... Un cancer d'homme, dites-vous?
Ça peut être, voilà, c'est un cancer d'homme. On ne sait pas ce que c'est exactement. Et puis je m'amuse. Il y a des choses drôles dans le livre. La rencontre d'un type qui a un cancer de testicule et qui tombe amoureux d'une fille qui a un cancer de l'utérus, et ça finit très bien. Et ils ont, enfin, comme il est scénariste et qu'il est censé être écrire, hein. Enfin bon, voilà. On s'ennuie pas une seconde. C'est un peu hystérique cette affaire quand même. On m'a dit les retours que j'ai d'amis ou de certains de vos confrères me disent qu'ils lisent ça d'une traite avec plaisir. Ici, c'est une émission c'est pas lugubre, voilà. C'est une émission d'affinité. Se suicider quand on lit ça, je crois pas. Ah, pas du tout, non, je crois pas non plus. On a envie de vivre encore au moins une journée. Tiens, on va faire une petite balade en arrière. Bedos en 65, ça donne ceci chez Denise Glaser. Vous me faites peur. Moi, il est difficile justement de me détester ou de m'adorer en bloc, parce que comme dans ce que je fais maintenant, je suis jamais tout seul. Je suis au moins 10 maintenant. Plutôt, nous sommes 10, puisque je propose des personnages tellement différents. Alors, on peut ne pas aimer, je sais pas, le boxeur, et puis aimer, je sais pas, le jeune homme, le jeune modiste. Il y a des personnages, quoi. Oui, et puis c'est j'essaie vraiment de les jouer en profondeur, en fait, d'être un vrai comédien et d'y croire, quoi, d'être sincère. Oui, et puis ce sont des personnages toujours un peu ambigus, parce que le méchant est souvent un peu demeuré. Oui, ça, et puis il a des excuses, enfin, je veux dire que... Moi, je suis pas un juge, vous comprenez, je m'amuse avec les personnages, j'ai des yeux et des oreilles, je regarde la vie, et puis bon, tout ça, ça m'appartient, quoi. C'est dans... Denise Glaser. Oui, c'est Denise Glaser qu'on retrouve dans Discorama, ses meilleurs moments. C'est un coffret publié par Nina. Là-dedans. Qu'est-ce que vous rajoutez à ce que vous disiez il y a 65, 2005, il y a 43 ans? Foutez un coup de blues terrible, là. Ouais, j'ai vu là qui brille un peu, mais... J'étais mignon, hein, quand même. Mais... Enfin, bon. Bref. Ne le dites pas trop. Non, les gens me disent... hystérique et narcissique. Ils me disent parfois, vous ne faites pas votre âge. Je réponds, oui, mais mon âge me défait. Mais... voilà, non mais je veux dire, ce qui m'a touché là-dedans, c'est de revoir Denise Glaser, qui est partie dans l'indifférence la plus totale, alors qu'elle était un personnage extrêmement important à l'époque, à la télévision. Elle est morte dans la misère et dans la négligence de tous ceux qui se pressaient pour passer dans son émission, qui était une émission remarquable. Et moi, je me souviens que j'avais été très flatté d'être reçu par Denise Glaser. Quant à ce que je dis, bah, vous savez, j'ai pas tellement changé. Il faut essayer de ne pas traduire le... Il faut pas... Attends, je dis n'importe quoi. Il faudra couper au montage. C'est dans les conditions du direct. Bref, il faut essayer de ne pas trahir le jeune homme qu'on a été. Ça, c'est une de mes obsessions. Ne pas tuer l'enfant qu'on a été, ne pas assassiner l'enfant qu'on a été, et pouvoir se regarder en face. Donc, quand vous vous regardez, vous n'avez pas trahi. Comment ? Quand vous vous regardez dans un miroir, vous n'avez pas trahi. Je m'ingénie, en tout cas, à ne pas trahir. Non. Non. Je suis un peu demeuré, même, par moments. J'ai des fraîcheurs... qui relève quasiment de la chirurgie esthétique. Vous faites partie de l'international des hypersensibles et des hypersensibles qui lèvent le poing. Et par exemple, j'ai jamais levé le poing. Non, mais c'est une manière de... Non, mais façon de parler. En revanche, j'ai approuvé le sportif qui, en Amérique du Sud, avait levé le poing à la fin pour protester contre... Ce que vous faites à la fin des spectacles aussi. À la fin de vos spectacles, vous levez le poing de temps en temps. Qu'est-ce que vous me racontez, là ? Non ? Et je ne chante pas l'international. Non, j'ai été un compagnon d'autoroute du Parti communiste. Je suis passé à la fête de l'humanité, mais Mireille Mathieu aussi. Donc il n'y a pas de quoi se vanter. Et bon, voilà. Mais je savais le goulag avant Yves Montand. Vous voyez ce que je veux dire ? Et on peut serrer ses petits poings parce qu'on est en colère. Un petit point nerveux, oui. Tiens, une photo de 81, meeting à la Mutualité, contre la répression de Tchécoslovaquie, avec une dame que vous aimez beaucoup. Regardez. Voilà, vous allez me faire pleurer. C'est Simone. Ah bah oui, je l'aimais tendrement. Avec ce jeu... C'était ma grande sœur. Et elle m'a appris d'une certaine manière des choses. Ça a été, en quelque sorte, après Beaumarchais, Molière et Shakespeare, ça a été mon prof de Sciences Po. Elle.
Écoutez, prof de Sciences Po, 1976, apostrophe, c'est à l'occasion de la publication de son autobiographie. Écoutez ce qu'elle dit sur l'engagement social ou politique des gens du spectacle. Le fait de pétitionner, de signer, de manifester pour des vedettes du cinéma, c'est toujours l'occasion de malentendus finalement. Absolument. Oui. Je m'en explique d'ailleurs, Oui. parce qu'on n'enlèvera jamais aux gens l'idée que... Enfin, il y a une phrase qui revient toujours comme ça dans le discours des gens, ceux-là, qu'est-ce qu'ils ne feraient pas pour qu'on parle d'eux? Enfin, ça, c'est une des phrases clés qu'on entend quand on se manifeste à propos de quelque chose qui peut ou vous indigner ou vous faire très plaisir. Il y a toujours le côté, ah bah oui, évidemment, il a encore trouvé une occasion pour qu'on parle d'eux. Ce qui n'est pas faux, enfin, c'est pas faux, c'est très faux, mais ce qui n'est pas ce que je comprends que les gens pensent et disent. Alors, résistant ou collabo? Vous le voulez dans votre gueule? Mais je comprends bien ce que veut dire Simone. C'est que d'une certaine manière, quand on m'appelle, par exemple, Dahl, Droit au logement m'appelle et d'autres parmi les artistes, certains se moquent de nous. C'est toujours vrai. Tout ce qu'elle dit là, c'est ça, le cours là. C'est la gauche caviar. Moi, en général, je rectifie par venant d'où je viens. Non, moi, c'est la gauche couscous. Mais mais c'est pour, en effet. Quand on nous fait venir, c'est pour rendre visible telle ou telle cause. Et pour avoir voilà, des caméras et des... Quand je dis résistant ou collabo, c'est parce que c'est le petit jeu que vous aviez tous les deux. Hein. Vous voyez passer des gens dans la rue et vous disiez, en fonction de leur âge, tiens, celui-là, a-t-il été résistant ou... Oui, mais c'est elle surtout qui fait ça. C'est elle qui a été très marquée par cette époque-là et elle interrogeait tout le monde, tous les gens qui étaient nés pendant cette période. Elle avait envie de savoir quelle résistance ils avaient pu faire. Mais vous savez, il y a un mot de Brel, qui était pas un ami intime comme Simone, qui résume beaucoup ces choses, c'est « j'ai mal aux autres ». Comment faire comprendre à certains de vos confrères, et je mets plus en avant con que frère, pour certains, que l'on peut être à l'abri du pire en se penchant sur la souffrance, en se penchant, en aidant, en essayant, dans les limites de ce qu'on peut faire, d'aider des gens qui sont dans la pire souffrance. Je ne comprends pas qu'on ne comprenne pas. Voilà, c'est tout. Et on n'a pas besoin de ça. On écrit des livres, on fait des spectacles, on fait des films. On fait ça. On n'a pas besoin de ça pour passer à la télé, non. Ainsi soit-il, les confrères. Vos spectacles, particularité aujourd'hui, c'est cette volonté de systématiquement puiser dans le quotidien, oui. Hein, et dans les journaux. Oui. Bon, vous incarnez la revue de presse sur scène aujourd'hui. Oui. Extrait de votre dernier spectacle, Hier, aujourd'hui, demain. Le Cafard, le congrès de Reims. Alors, tout d'un coup, ça devient Aubry contre Royal. Alors, je connais pas bien Royal, mais je connais un peu Aubry, un peu beaucoup même. Eh ben, si j'étais socialiste, je sais pour qui je voterais pas. Vous n'en saurez pas plus. Mais je n'aime pas cette façon de s'acharner sur cette pauvre Royale. Écoutez, Ségolène, c'est vrai qu'elle est mauvaise comédienne, je le reconnais. Je ne sais pas comment elle se débrouille, mais... fraternité. Non, c'est un mot magnifique et tout le monde se fout de sa gueule quand elle le fait, parce qu'elle le fait mal, c'est tout. Il faut que je la prenne en main, celle-là, il faut que je la fasse travailler, je ne sais pas, moi. Non, je peux aider, hein. Je peux aider le parti. J'ai rencontré des socialistes de gauche. Dernière question, Guy Bedos, on vous connaît, donc pas forcément la peine de revenir sur le congrès lamentable de Reims, enfin lamentable pour une certaine idée de ce que peut être un parti socialiste de gauche, comme vous dites. Mais c'est vrai que je connais le maire de Clichy-sous-Bois, c'est un type formidable. Le maire de Colombes, c'est un type formidable. Vous défendez les hommes de terrain plus que les hommes, enfin les politiques nationaux, ça vous dites aussi. J'ai une dernière question. Vous dites qu'on est à l'ère des confusions et des compromissions, et vous dites aussi que Sarkozy vous a dragué. Je suis délégué de la Ligue des droits de l'homme.
Et nous avons été reçus par Sarkozy, je dis nous, le président de la Ligue des droits de l'homme et d'autres, nous étions quelques-uns, et Sarkozy nous a mieux reçus que Chevènement, qui ne nous recevait plus d'ailleurs, parce qu'on l'avait critiqué, et on avait raison de le critiquer, parce que je m'en fous, moi, qu'un type soit PS ou MP, s'il se conduit bien, bon, mais voilà, on juge sur les actes. Hein. Quand un homme de gauche se conduit comme un homme de droite, c'est un homme de droite, pour moi. Point. Et donc, Sarkozy, il m'a invité à déjeuner parce qu'il voulait pas voir le président. Il m'avait à la bonne, il aimait mes spectacles. Il m'a, oui, un peu dragué. Et il est. Je crois pas qu'il soit très intelligent. Il a fait son droit, mais il a fait de travers. Mais vous lui avez dit non. Mais il est malin. Il est malin, mais ça se voit trop. Avoir l'air malin, ça n'est pas malin. Surtout quand on est malin soi-même. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Oui. J'ai amené. Bah où il est ce con? Ah oui. J'ai amené le patron. Molière. 90. Molière que One Man Show 90, c'est ça? Oui, voilà. C'est Raymond DeVos, que j'admirais beaucoup. Non. Voilà, il sera bien dans du verre. Ça porte bonheur. Et oui, d'avoir été choisi, c'était la deuxième cérémonie des Molières. Et il faut que je prenne des... Vous savez que je suis professeur maintenant au conservatoire. C'est bon. J'ai un cours... Professeur de lapsus. Oui, professeur de solitude. Parce que One Man Show, Molière du One Man Show, je trouve que quand même c'est un anglicisme un peu déplacé. Alors, solitude, c'est très bien.